Bonjour. C'est un grand honneur, un grand plaisir de vous avoir ce matin en direct sur Radio J. Je ne vous présente pas à nos auditeurs, mais quand même, Emmanuel, vous êtes professeur à l'université de Tel Aviv dans le domaine des relations internationales. Vous êtes politologue, vous êtes président d'Elnet Israël. C'est une fonction importante que vous exercez depuis maintenant près d'un an. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, notamment un essai qui a fait date, L'étoile et le sceptre, consacré à une histoire de la diplomatie de l'État d'Israël, mais plus largement du peuple juif. On y viendra dans un instant. Question de contexte. Vous avez sans doute, comme beaucoup d'Israéliens et francophones, entendu le président de la République française hier soir, ou entendu ce qu'il a dit, tout au moins. Qu'est-ce que vous avez pensé de son allocution télévisée, destinée bien sûr d'abord à la population française et pour qu'elle resserre son unité? C'était un discours clair. Je pense que le président Macron a dit les choses très clairement. Il a condamné le terrorisme du Hamas, il a clairement employé le terme de terrorisme en disant que rien ne pouvait justifier de tels actes barbares. Il a reconnu le droit d'Israël à se défendre et il en a appelé ensuite, évidemment, à trouver une solution à ce conflit tragique. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ces propos à la fois clairs et équilibré du président de la République. Alors Emmanuel Navon, je le rappelais, vous êtes président d'Elnet Israël, donc de ce point de vue-là, évidemment, un trait d'union aussi entre les sociétés françaises et israéliennes. Vous avez l'impression que la France prend toute sa part dans la résolution de ce conflit et dans l'aide à l'État d'Israël, si sauvagement agressé depuis une semaine? Pour l'instant, on ne parle pas de résolution du conflit, pour l'instant, on parle de guerre. Nous sommes en... Israël a été attaqué. La pire attaque terroriste de son histoire. Tout à fait. Et, tout simplement se défendre, protéger nos civils, s'assurer que la frontière entre Israël et Gaza soit redevenue étanche et surtout neutraliser les capacités militaires du Hamas. Et cela exige une intervention militaire. Là-dessus, la position de tous les gouvernements occidentaux, et je m'en félicite, dont de la France, est très claire. Absolument. À savoir qu'Israël a été agressé et Israël doit se défendre. Un droit légitime à se défendre, a rappelé le président de la République française hier soir, Emmanuel Navon. Alors, conséquence, effectivement, ces annonces de Tsahal qui invitent fortement ces heures-ci, pendant les 24 heures qui viennent, la population habitant le nord de la bande de Gaza à quitter ses habitations et à se réfugier dans d'autres lieux de la bande de Gaza. Pourquoi cette annonce n'est-elle pas prise au sérieux par les populations civiles gazaouites? Sont-elles manipulées, autrement dit, par le Hamas, qui leur dit tout cela est de la propagande, Emmanuel Navon? Il faut bien préciser que Israël, comme toute démocratie, se bat dans le cadre du droit international. Nous nous battons contre un mouvement génocidaire et djihadiste, mais nous ne rabaissons pas et ne nous rabaisserons pas à son comportement. Nous restons fidèles au principe du droit international et le droit international autorise très clairement de bombarder toutes les infrastructures militaires de l'ennemi. Absolument. En évitant, comme l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron, autant que faire se peut, les pertes civiles. Absolument. Il faut essayer, autant que faire se peut, comme vous l'avez rappelé, de limiter les pertes civiles. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on sait ce qui se passe dans la bande de Gaza, à savoir que c'est un territoire densément peuplé et que le Hamas, cyniquement, utilise la population civile comme bouclier pour ensuite montrer des images de victimes. Et d'ailleurs, alors même que Tsahal a annoncé à la population de la bande de Gaza, du nord de la bande de Gaza, de se diriger vers le sud en vue d'un bombardement massif contre les infrastructures militaires du Hamas, le Hamas interdit à ces populations de quitter leurs habitations pour qu'elles puissent être tuées. Absolument. C'est un double crime de guerre. Et dans l'espoir, vu du point de vue des terroristes qui tiennent la bande de Gaza, dans l'espoir qu'ensuite, Emmanuel, l'intervention israélienne suscite une mobilisation internationale défavorable à l'État d'Israël. On est bien d'accord, hein? C'est à la fois une manipulation de la population gazaoui, mais aussi une manipulation potentielle de l'opinion publique internationale.
Tout à fait, de la même manière que le Hamas place ses lances de roquettes dans des centres de population civile, justement pour que les contre-attaques israéliennes puissent faire le maximum de victimes. Donc nous ferons tout pour limiter le nombre de victimes civiles, mais d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus de tomber dans le piège du Hamas. On fera tout pour limiter des victimes civiles, mais il n'est pas question de ne pas détruire l'infrastructure militaire du Hamas. Absolument. Donc ce que vous nous dites, en fait, Emmanuel Navon, avec le niveau de renseignement qui est le vôtre et qui n'est pas négligeable, c'est que cette intervention aura de toute façon lieu dans les jours qui viennent, quoi qu'il arrive, probablement. En tout cas, c'est ce que j'entends de ce que vous nous dites ce matin sur Radio J, Emmanuel Navon. Alors vous venez de le rappeler, il y a eu un caractère génocidaire dans les carnages, les massacres perpétrés par le Hamas depuis samedi dernier contre une partie de la population israélienne. Est-ce que Daesh, l'État islamique, avec sa capacité à spectaculariser ces massacres, fait école, c'est-à-dire 8 ans après ses actions sur le sol européen, au fond, inspire aujourd'hui les groupes terroristes qui sont derrière l'Iran et qui frappent aujourd'hui Israël? Non seulement Daesh fait école, mais je dirais, si je puis dire, que l'élève a dépassé son maître. Carrément. Lorsqu'on voit le niveau de la barbarie, c'est inouï, c'est indescriptible. Des bébés dépecés, décapités, des corps brûlés. C'est inimaginable. Alors l'armée israélienne a retrouvé des drapeaux de l'État islamique dans les kibbutzim qui ont été détruits par le Hamas. Cela montre bien cette influence, mais je pense que le Hamas a même dépassé la cruauté et la barbarie de Daesh, de l'État islamique. Il faut bien comprendre aussi, Alexis, que si, qu'à Dieu ne plaise, le Hamas avait eu plus de capacités militaires, il faut bien comprendre qu'il les aurait utilisées. Il ne se serait pas limité aux villages et aux kibbutz de la bande de Gaza. Et donc, il faut bien comprendre à qui nous avons affaire. Absolument. Et donc là, vous êtes en train de nous dire, et je le traduis avec mes mots, que le Hamas est capable de mener une guerre totale contre Israël et sa population. Et que s'il avait eu plus de moyens logistiques, il les aurait utilisés. Alors, vous n'avez pas totalement répondu à l'autre partie de ma question. Je vous la repose, mais je crois qu'elle est évidemment fondamentale. Aujourd'hui, les officiels israéliens, aussi bien dans le renseignement que dans l'armée et évidemment dans le cabinet de guerre que nous allons évoquer dans un instant, Emmanuel, sont convaincus que l'Iran a aidé très fortement le Hamas pour les opérations du 7 et du 8 octobre. C'est aussi votre conviction, Emmanuel Navon? C'est non seulement ma conviction, mais c'est quelque chose qui est documenté. Et il suffit de voir les déclarations d'officiels du Hamas qui remercient ouvertement l'Iran. Le Hamas n'aurait jamais eu la capacité militaire et logistique d'une telle opération sans le soutien de l'Iran. Et est-ce que ça a été programmé en commun, travaillé en commun, expérimenté en commun avec les Iraniens, ou c'est une aide plus indirecte en quelque sorte au travers de financement, selon vous, Emmanuel? D'abord, c'est une opération qui a été préparée de longue date, c'est clair. Il est clair aussi que les Iraniens, il suffit de voir la façon dont Khamenei a tout de suite tweeté ses attaques contre Israël, c'est clair que les deux sont coordonnés. Il y a là une coordination entre l'Iran et le Hamas, bien que l'Iran soit chiite et le Hamas sunnite, mais cela n'est pas la question. Pour l'Iran, le Hamas fait partie de sa stratégie tentaculaire d'attaques frontalières contre Israël, d'attaques terroristes contre Israël, et c'est la raison pour laquelle cette guerre que nous menons, c'est déjà une guerre entre Israël et l'Iran. L'Iran fait partie de cette guerre. Est-ce que l'hypothèse évoquée par certains du fait que l'intervention israélienne à Gaza ne serait que le prélude en quelque sorte à des interventions également plus ciblées contre les installations nucléaires iraniennes vous paraît aujourd'hui, à l'heure qu'il est, valide, ou c'est une pure construction de l'esprit selon vous, Emmanuel Navon? Il faudra voir comment est-ce que l'Iran réagit à cette guerre. Est-ce que l'Iran décidera d'actionner le Hezbollah au front nord d'Israël? Et donc, tout dépend de la réaction de l'Iran. Je pense que aussi bien le Hamas que l'Iran ont été surpris non seulement
par la réaction israélienne, par la réaction de l'armée, mais également de la société israélienne. Alors ça, c'est un point très important. De la communauté internationale. Voilà, c'est un point très important que vous avez souligné dans plusieurs entretiens que vous avez donnés cette semaine à la presse hebdomadaire française, dans l'Express, mais aussi dans Actualité Juive. Vous avez insisté sur le fait qu'il y aurait eu au fond une erreur d'appréciation de la part des stratèges et des ingénieurs de la terreur du Hamas. Ils pensaient, sur la base des conflits politique intense suscitée par la réforme judiciaire voulue par Binyamin Netanyahou, que le peuple israélien était vraiment a divided country et qu'il serait incapable de ressaisir ses énergies pour se battre contre ces forces génocidaires. Et effectivement, ça n'a pas été le cas. Et on peut même dire que la société israélienne a reconstitué son unité avant le personnel politique, Emmanuel. Tout à fait. Tout à fait. Les organisations terroristes et islamistes ne comprennent pas d'une manière générale les sociétés libres et ne comprennent pas la société israélienne. Ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que déjà, lorsque Arafat avait lancé la deuxième intifada à l'automne 2000, il avait dit en aparté, tous les Israéliens quitteront le navire comme des rats. Or, la société israélienne s'est unie, s'est battue contre son infrastructure terroriste. Même chose avec Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui avait déclaré que la société israélienne était comme une toile d'araignée, qu'elle se décomposerait. Et la même chose, il avait été très étonné de la réaction d'Israël en 2006. Et cette erreur d'appréciation, elle se répète aujourd'hui. Alors, d'où vient cette vision islamiste, au fond, Emmanuel Navon, d'un Israël qui ne serait qu'une sorte de patchwork artificiel, prêt à se décomposer à la moindre secousse? D'où ça vient? Ça vient du fait qu'ils croient à leurs propres mensonges. Ils croient à leur propre propagande. Ils vivent dans une propagande antisémite qui décrivent le juif comme un fourbe avec un nez crochu, qui n'appartient pas à cette région, qui ne sait que compter les billets d'argent, mais qui ne sait pas se battre. Et ils croient à leur propre propagande. Et parce qu'ils nous ont disputé sur un sujet sociétal, ils pensent que les disputes chez nous, c'est comme chez eux. On a vu ce que c'est les disputes au Liban, en Syrie et en Libye, c'est la guerre civile et la destruction du pays, mais pas chez nous. Chez nous, on se dispute sur la politique, mais quand on nous attaque, on se bat ensemble. Alors, je ne trahis aucun secret, Emmanuel Navon, de votre pensée, que je connais bien maintenant. Dans votre histoire diplomatique de l'État d'Israël, vous insistez sur la permanence, la stabilité, mais aussi le caractère indispensable de l'alliance américaine pour la sécurité d'Israël. Vous êtes d'ailleurs rangé souvent dans le courant de ce qu'on appelle les atlantistes en Israël, contre les illibéraux. Aujourd'hui, très clairement, Binyamin Netanyahou, quoi qu'on pense de sa ligne politique, est-ce qu'il n'est pas en train de revenir à des idées plus fondamentalement proches des vôtres, en faisant venir Benny Gantz au sein de son gouvernement, mais aussi de son cabinet de guerre? Est-ce que c'est pas finalement la victoire de la ligne atlantiste classique au Likoud? Vous savez, le Likoud, il n'y a ni pensée, ni courant de pensée. Il y a zéro pensée au Likoud, vous pensez, Emmanuel Navon? On va pas rentrer dans ce sujet, mais disons qu'il n'y a aucune réflexion dans le parti, comme dans le reste des partis israéliens d'ailleurs, mais c'est pas la question. Le problème, c'est qu'effectivement, Netanyahou a beaucoup flirté ces dernières années avec des régimes autoritaires et antilibéraux. Et aujourd'hui, je pense qu'il comprend son erreur quand on voit la réaction de la Russie et de la Chine. Quand on voit que Poutine, finalement, n'a pas condamné cette attaque et accuse, je cite, les colonies israéliennes pour la barbarie du Hamas, alors que je rappelle que Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Quand on voit que la Chine n'a pas dit un mot de condamnation de ces actes barbares, et que lorsqu'on voit que Joe Biden, qui avait été décrié par les gramophones de Netanyahou comme un président hostile, s'est montré l'allié le plus fidèle et le plus fiable d'Israël que nous ayons connu depuis de nombreuses années. Donc, clairement, Emmanuel Navon, vous nous dites ce matin sur Radio J, c'est fondamental, sur la base de votre expertise, mais aussi de votre travail de diplomate aujourd'hui à Elnet Israël, qu'une partie de la droite israélienne et de ses relais en diaspora s'est trompée sur la nature des orientations essentielles de la politique américaine envers Israël menée par Biden. Vous nous dites qu'ils se sont trompés, ils se sont plantés. Bien sûr, ils se sont trompés en flirtant avec des gens comme Orban et autres, et en pensant que Biden était un mollasson. Eh bien pas du tout. Et on a vu également leur admiration pour Donald Trump qui hier
a fait encore une espèce de discours complètement insensé, en se moquant d'Israël, en traitant, en insultant le ministre israélien de la Défense et en disant que les gens du Hamas et du Hezbollah sont des gens très intelligents. Voilà le soi-disant grand ami d'Israël. Alors, c'est extrêmement clair aujourd'hui ce que vous nous dites. J'aimerais qu'on consacre les 5-6 dernières minutes de cette émission en direct avec vous, Emmanuel Navon. Vous êtes le président d'Elnet Israël, vous êtes aussi professeur des universités à Tel Aviv, à évoquer les répercussions possibles qui, je dois le dire, suscitent une très grande crainte ce matin dans la société française. Vous êtes au courant, vous le savez, vous avez des liens très nombreux avec la France, puisque vous-même, vous êtes un Olim venu de France. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis Israël aux Juifs français qui sont si inquiets des répercussions possibles dans les heures qui viennent, de la situation que connaît aujourd'hui Israël et qui ont peur effectivement que les pouvoirs publics français ne les protègent pas suffisamment contre les violences de toutes sortes dont ils peuvent faire l'objet? Je pense d'abord, comme je l'ai dit en début d'émission, que le discours d'Emmanuel Macron à ce sujet était très clair et que le gouvernement français a pris les mesures qui étaient exigées pour protéger effectivement les communautés juives de France. Ça, vous pensez qu'elles ont été prises réellement autant qu'il le faut, ces mesures, Emmanuel Navon? Je ne connais pas les détails des décisions du gouvernement français, mais je pense que le président de la République et son ministre de l'Intérieur sont crédibles et que à ce sujet, je n'ai pas de raison de penser le contraire. Et par ailleurs, disons, sur ce climat de peur, voire de psychose qui s'empare de certains, à l'idée que nous pourrions revivre quelque chose, mais en plus grave en quelque sorte, qui s'apparenterait aux répercussions de la deuxième intifada que vous évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, sur la société française. Quel est le discours qu'on peut tenir aujourd'hui, justement, un discours de raison, un discours raisonnable? Quel discours avez-vous envie de tenir, Emmanuel Navon, ce matin? Vous savez, lorsque l'on voit les manifestations en Europe, pas seulement en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais également dans d'autres pays occidentaux. On les a vus par exemple à Sydney en Australie, de groupuscules pro-Hamas qui célèbrent les massacres qui ont été perpétrés samedi dernier et qui disent clairement, on l'a vu par exemple à Sydney, qui dit « tuer les Juifs, gazer les Juifs ». C'est à cela que nous avons affaire. Par conséquent, absolument. Ceux qui pensent qui nous disent en fait, si vous voulez calmer ces gens-là, donnez-leur un territoire un peu plus important, bougez la frontière de tel côté, donnez-leur quelque chose pour les calmer, c'est ne pas comprendre à quelle idéologie démente nous avons affaire. Et par conséquent, cela exige d'être très ferme, cela exige de lutter sans compromis. C'est ce que fait Israël. En se battant contre le Hamas, il faut mener cette bataille jusqu'à la victoire. C'est ce que font les gouvernements occidentaux lorsqu'ils luttent contre ces groupuscules extrémistes. Et il faut tout simplement se battre sans perdre son sang-froid, en gardant la fidélité à nos principes. C'est ce que je disais en début d'émission. Nous nous battrons jusqu'au bout, mais dans le cadre du droit international. Lorsqu'on est une démocratie, il faut savoir se battre avec une main dans le dos, mais se battre jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire. Alors, vous l'avez très bien dit, Emmanuel Navon, la ligne d'Israël est très claire, vous l'exprimez avec beaucoup de clarté, la légitimité absolue à se défendre, mais dans le cadre du droit international. Peut-être une dernière question qui, effectivement, aujourd'hui est très importante. En tout cas, c'est quelque chose qui se présente comme une possibilité. N'anticipons pas sur la suite des événements, mais ce qu'on voit, c'est avec le rapprochement de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz qu'on entre dans une nouvelle ère politique plus largement en Israël. Est-ce que c'est la fin des clivages qu'on a connus depuis janvier 2023 autour de la réforme judiciaire tant disputée et tant débattue, Emmanuel ? Tant que la guerre est menée, il n'y aura aucune politique de réforme. D'ailleurs, cela fait partie de l'accord entre le parti de Benny Gantz et le parti de Benjamin Netanyahou. On se focalise uniquement pour l'instant sur la guerre. On ne parle plus de réforme. Mais il faut bien comprendre, Alexis, que dans l'histoire d'Israël, il y aura un avant 7 octobre et un après 7 octobre. À l'évidence. Plus ne sera jamais comme avant. Et donc, il va y avoir un tremblement de terre politique très profond après la guerre. L'actuel cabinet qui a été constitué avec Benny Gantz ne durera que pendant la période de la guerre.
Et après la guerre, il y aura d'énormes changements politiques. Alors, dans vos entretiens dans la presse française cette semaine, vous avez l'air de dire qu'il était envisageable, même si c'est un peu tôt pour le dire avec certitude, que Benyamin Netanyahou, au fond, fasse son mandat durant la guerre, mais qu'ensuite il y a des changements politiques plus intenses qui affectent en quelque sorte les positions des uns et des autres sur l'échiquier politique. Il faut voir, Alexis, ce qui se passe en Israël ces jours-ci. Évidemment. Lorsque les ministres du gouvernement se rendent dans les hôpitaux et dans les familles des victimes, ils se font hurler dessus. Je le sais. Ils se font jeter. Il faut bien comprendre que la population israélienne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'est très vite unie, s'est organisée. Le gouvernement, lui, ça a pris à Netanyahou 5 jours pour décider qu'il allait former un gouvernement de guerre. 5 jours de trop, selon vous, Emmanuel ? 5 jours de trop. 5 jours de trop pour, encore une fois, des calculs politiques en pleine guerre, dans le plus grand désastre dans l'histoire du pays, dont il a la responsabilité personnelle. Et par conséquent, il est très clair que ces changements, on va les voir, des gens qui ont soutenu, qui ont voté pour ce gouvernement et qui aujourd'hui vomissent les ministres qui sont dans ce gouvernement, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler de politique. Pour l'instant, il faut se battre, il faut mener cette guerre, il faut rester unis. On parlera des responsabilités, des commissions d'enquête et de la politique après la guerre. Pour l'instant, il faut rester unis, se battre et gagner. Merci beaucoup Emmanuel Navon. On était donc en direct avec vous depuis Israël. On commentait évidemment la situation politique, les perspectives immédiates sur le plan évidemment sécuritaire et militaire dans les heures, dans les jours qui viennent. On aura l'occasion de vous réinviter sur l'antenne de Radio J, bien sûr, pour faire un point d'étape dans cette guerre. On vous remercie. On vous souhaite autant que possible un très bon Shabbat, ainsi qu'à tous nos amis israéliens. Merci beaucoup, cher Emmanuel Navon. Merci beaucoup. Merci.